va parler de choses intéressantes aujourd'hui. Donc, vous connaissez déjà Hichem, mais bon, juste pour rappeler rapidement, c'est le CIO de Mizen. Et on a pas mal intervenu sur la chaîne pour présenter ses solutions à lui. Mais du coup, on parlait d'un sujet aujourd'hui qui est assez intéressant et qui est lié aussi à son activité. Je pense de ce qu'il voudrait faire à l'avenir. Donc, c'est parler aussi de la communauté musulmane et son rapport à l'investissement. D'accord. Je pense que c'est un combat qui mène aussi contre tout ce qui est aussi riba, etc. Mais aussi, une chose est super importante, il faut que dans l'Orma, les personnes apprennent à investir, à être éduquées financièrement. Voilà. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est très, très important, qui me tient aussi à cœur. Comme vous le savez, sur la chaîne L'Investisseur Musulman, je fais ce combat-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est là concrètement pour en parler. Ou peut-être pour râler aussi, tiens. Non, on rentre pas, on râle jamais, nous. Ah, je sais pas. Donc, on met les pieds dans le plat directement comme d'habitude. Hichem, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Ou aller ou du tac au tac. Pourquoi penses-tu que dans notre mouvement, la communauté musulmane, les gens hésitent à investir? Est-ce que parce qu'ils ont peur de perdre leur argent ou ils ont peur du haram? Ou est-ce que parce que c'est, comme on a dit, peut-être le fait ils n'ont pas d'éducation financière? Ou peut-être les deux. Peut-être les deux, ouais. Ouais, je pense que enfin, c'est une question qui revient souvent. Et c'est une question qui est, enfin, qui, je pense, est assez large. Euh, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui influent tout ça. Je pense que personne ne veut être pauvre, déjà. Enfin, si tout le monde pouvait connaître un moyen de devenir riche, ben, tout le monde le deviendrait. En tout cas, essaierait de le devenir. Et malheureusement, en termes d'éducation financière, je pense qu'on met, enfin, d'investissement dans la communauté. Si on parle surtout l'investissement de la communauté française, parce que tu es basé en France et c'est le plus gros de ta communauté, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. La première, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'investir. En fait, on a Mhm. oublié ce qu'était l'investissement. Et ça, pas uniquement pour les musulmans, mais aussi enfin, pour la plupart des Français. La plupart des Français, tu leur parles d'investissement, ils vont te sortir leur livret A, leur PEL, enfin, ou investir dans une assurance vie, ou acheter un bien immobilier, grosso modo, c'est ça les plus gros trucs. Quand tu parles d'investissement en France, on essaie toujours de le catégoriser dans investir dans de la pierre, investir dans de l'immobilier. Et ça, c'est un problème parce que, enfin, sur tous les investissements, par exemple, que j'ai cités, il y a des rentabilités qui sont tellement inintéressantes qu'elles couvrent même pas le taux de l'inflation. Donc, grosso modo, même si tu fais du 2-3% ou du 3%, je pense, sur ton livret A, je dis pas qu'il faut faire un livret A parce que c'est haram, mais c'est pour donner un exemple sur la majorité des Français. Bah même là-dessus, tu es en négatif parce que l'inflation est bien supérieure à ça. Donc finalement, tu n'as pas gagné d'argent, tu as juste peut-être perdu un petit peu moins d'argent. Et quand tu parles d'investissement dans la communauté, non seulement il y a ce manque d'éducation financière, parce que on vient généralement de ce que j'appelle des réfugiés économiques. Tu vois, enfin, nos parents sont venus du pays pour essayer de construire une meilleure vie ici. Et du coup, leur objectif, c'était de nous faire grandir, qu'on a à manger sur la table, qu'ils puissent nous éduquer, qu'on fasse des études et qu'on ait un bon job. Mais eux se sont très rarement posé la question de est-ce que je vais investir mon argent? La plupart du temps, c'était allez, peut-être une maison, ou peut-être une maison au bled, ou peut-être les deux, enfin des petites choses comme ça, mais on n'a pas vraiment d'exemple euh, très flagrant de personnes qui investissent dans la communauté et qui éduquent les enfants justement à investir. Donc, on a ce manque d'éducation financière de ce côté-là. Et tout ça mis ensemble avec deux, trois autres mythes. Tu vois, par exemple, on dit souvent que la spéculation, c'est haram. Du coup, les gens te disent, mais si tu achètes des actions, ça veut dire que tu spécules.
Donc ça veut dire que c'est illicite. Donc non, moi je ne veux pas spéculer parce que sinon ça va contre ma religion. Et du coup, tu rajoutes un petit peu tous ces petits mythes-là en plus. Et puis du coup, tu as des gens qui ont des piles de cash incommensurables à la banque ou qui mettent de l'argent dans un coffre, sous leur matelas, qui ne l'investissent pas, qui attendent, qui en plus veulent bien faire les choses parce que ils veulent pas faire de crédit, donc ils veulent pas acheter une maison à intérêt, donc ils savent pas trop quoi faire de cet argent. Mais sauf que toutes ces personnes-là se rendent pas compte que le fait de laisser son argent dans un endroit, c'est déjà une décision d'investissement. C'est juste qu'elles ont décidé d'investir dans l'inflation et donc de perdre un peu d'argent au fil des années sans vraiment s'en rendre compte. Ils pensent que ne rien faire, c'est la sécurité, mais en réalité, c'est l'inaction qui coûte le plus cher en termes d'argent. Ouais, c'est vrai que le problème de l'inflation, c'est qu'on le voit pas arriver, mais quand on prend sur du long terme, même pas sur du long terme, même sur une année, ça peut faire très, très, très mal. Mais tu sais, c'est comme, moi je vois l'inflation comme, tu sais, cette expérience qu'ils ont fait avec une grenouille. Enfin, si tu prends une grenouille, tu la jettes dans une eau bouillante, elle va partir tout de suite. Tu vois, enfin, c'est chaud, danger, j'essaie de partir et j'essaie de sauver ma peau. Mais si tu mets une grenouille dans une casserole froide et que petit à petit, tu la fais bouillir, en fait, la grenouille, elle s'habitue à cette température qui Effectivement. augmente et du coup, elle se dit ah, un peu plus chaud, un peu plus chaud, un peu plus chaud. Et puis, à un moment donné, c'est tellement chaud, elle meurt. Mais étant donné que c'était graduel, elle l'a pas senti arriver. Et du coup, le choc n'était pas suffisamment important pour la faire bouger. Et en fait, moi, l'inflation, je le vois de la même manière. On a les prix qui augmentent un petit peu tous les ans. Mhm. T'en rends pas compte. Au début, c'est à cause de la crise de machin. Après, c'est la crise du Covid. Après, c'est la guerre en Ukraine. Après, c'est machin. Après, et t'as les choses qui augmentent. Et à la fin, tu te rends compte qu'avec un salaire 2 fois plus élevé que ce que tu avais il y a 10-15 ans, tu fais 4 fois moins de choses. Il y a quelque chose qui va pas dans l'équation. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, bon, je suis un peu vieux, mais moi, mes parents, quand mon père, il nous donnait 10 francs, on était les rois du pays. Avec 10 francs, tu faisais, à l'époque, hein, donc juste avant l'euro. Il y a l'euro aussi qui a aggravé un petit peu la chose, mais tu faisais un truc incroyable de choses. Les gens, ils pouvaient s'acheter des pâtisseries, aller prendre un café, aller faire une botte, enfin, faire plein de choses. Maintenant, 10 francs, c'est quoi? C'est 1,50 €. Tu fais quoi avec 1,50 €? Ça n'a rien à voir. Même pas un ticket de métro. C'est Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais petit, je me rappelle quand j'avais ça, tu dis un truc super intéressant. Avec 10 francs, j'avais mon plat du midi, demi-poulet limite, frites, une boisson, un dessert. Tu vois, pas droit, tu vois. exactement, exactement. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte. Au fil des années, ça devient plus cher. Et puis, tu t'habitues au prix. Et puis après, tu fais plus attention. Mais grosso modo, tes 1000 balles que tu as maintenant, ça vaut beaucoup moins que 1000 balles que tu avais il y a 10 ans. Et en fait, le seul moyen de pouvoir Contre ça. se prémunir contre ça, c'est soit tu gagnes toujours plus d'argent, mais bon, enfin, le fruit de ton travail, il t'apporte pas forcément ça, surtout quand tu es salarié. Enfin, généralement, les salaires, ils ont pas augmenté tant que ça depuis ces dernières années. Ou soit tu essaies de trouver des autres revenus, des sources de revenus alternatives. Et une manière de se créer des revenus, ou en tout cas de préserver son pouvoir d'achat, c'est d'investir. C'est clair. Et les gens enfin, les gens, quand tu leur parles d'investissement, en tout cas, moi, ce que je vois, soit tu as des personnes qui sont très motivées, qui sont très décidées, qui se disent, ouais, moi, j'ai envie de prendre mon argent en main, j'ai envie de le faire fructifier, j'ai envie de le faire travailler. Et puis, du coup, tu as des personnes qui sont très volontaires. Ou soit tu as aussi un autre type de personne qui est très frileuse et qui a l'impression que, enfin, quand tu lui parles d'investissement, la seule chose qu'elle entend, c'est risque, 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 risque. Et du coup, elle a peur de perdre son argent. Puis du coup, elle préfère garder son argent parce que pour elle, son argent, c'est réel. Mais détenir des actions, des cryptos, du Bitcoin ou quoi que ce soit, ça l'est pas vraiment. Donc du coup, elles font ce choix.
Et subhanallah, c'est marrant parce que ça a rien à voir avec le niveau d'éducation. Tu peux avoir des personnes qui ont un doctorat qui n'y comprennent rien du tout, et des personnes qui ont arrêté l'école en 3e, mais qui sont hyper à l'affût, qui s'intéressent, qui cherchent et qui essayent vraiment de faire travailler ça. Et donc voilà, je sais pas, je pense qu'il y a un sujet qui est lié à l'éducation, bien évidemment, mais aussi un sujet qui est lié à l'exposition. Comment est-ce que tu investis? Est-ce que tu te dis, je vais attendre d'être blindé pour enfin investir. Là, si j'investis, je sais pas, 10 € par mois, ça ne sert à rien. C'est ça. Alors que moi, je pense que même investir 10 € par mois, en fait, c'est magnifique parce qu'on a des solutions qui nous permettent d'investir 10 € par mois. Et le fait d'investir 10 € par mois, en fait, c'est déjà un grand pas parce que ça t'habitue déjà à prendre cette décision d'investissement, même si, tes profits ou tes pertes seront toujours proportionnels au montant que tu as investi. Donc, tu vas pas être millionnaire avec 10 € par mois, ça c'est sûr. En tout cas, ça va te forcer à chercher l'information, dans quoi est-ce que je peux investir, quel est le risque de ça, avec quoi je suis à l'aise, en quoi je crois, avoir une thèse d'investissement, aussi pratiquer les différentes plateformes. Tu vois, que ce soit un courtier en actions ou une plateforme crypto. La première fois que tu es dessus, c'est un peu intimidant. Qu'est-ce que j'achète? C'est quoi? Pourquoi c'est toujours par paire? Pourquoi il y a tous ces graphiques? Est-ce que là j'achète? Comment est-ce que j'alimente mon compte? Enfin, tout un tas de petites questions qui ont l'air toutes bêtes, mais une fois que tu les fais, 1 fois, 2 fois, 10 fois, tu deviens à l'aise, tu es beaucoup plus, tu maîtrises un petit peu plus l'environnement, tu arrives à mieux lire les cotations, tu revois les mêmes actions, puis tu te dis: «Ah bah tiens, celle-là, c'est marrant, elle était à tant il y a 3 mois, maintenant elle est à tant». Tu peux voir des progressions et c'est comme ça que tu te familiarises avec l'investissement. Je pense que tu peux lire tout ce que tu veux, faut se former, bien évidemment. Enfin, on a de la chance, on vit dans une ère où, tu tapes sur internet, tu peux trouver un nombre incalculable de choses. Tu as des formations qui sont très bien sur toutes les classes d'actifs. Toi, tu en fais une sur la crypto, il y en a plein d'autres qui en font sur d'autres classes d'actifs. Mmh. Enfin, faut pas hésiter à faire ça, mais faut pas aussi tomber dans le travers de, je me forme, je me forme, je me forme, je me forme et je fais rien. Enfin, au bout d'un moment, faut Exactement, exactement. prendre son argent, le risquer, voir comment est-ce qu'on réagit. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au biais psychologique dans l'investissement et encore plus dans les cryptos parce que ça va très, très vite et savoir se connaître et se maîtriser, puis surtout savoir comment nous-mêmes on est prêt à investir. Je pense que c'est un bon avantage à se constituer, même en investissant avec 10 € par mois. Tu as dit un truc qui est intéressant tout à l'heure, tu as dit: «On a oublié». Ça m'a frappé parce que c'est comme si on avait un héritage, on l'a oublié. Mais et pourquoi quand on veut investir, c'est souvent perçu comme, je sais pas, la recherche excessive de la richesse, l'amour de l'argent et même on te dit parfois c'est contraire à l'islam. On dit que l'investissement, la richesse, l'argent, c'est contraire. Donc c'est comme si on était dans la phase colonisation, je sais pas, un peu esclavage, on disait aux gens: «Écoutez, Dieu veut c'est pas bien l'argent, c'est le mal, c'est le diable». C'est et ça, c'est un truc qui quand tu lis un petit peu, l'histoire de Nabi sallam, l'histoire des compagnons, ça colle pas, tu vois? Tu dis: «Attends, l'argent a aidé à faire beaucoup de choses» et quand tu reprends la base, même les Quraysh, qu'est-ce qu'ils partaient les risques qu'ils prenaient. C'est quand tu vas dans le désert et une caravane et qu'il faut arriver en Syrie ou au Yémen, il y a des brigandiers qui sont là, qui t'attendent, tu vois? Donc quand tu réussis, alhamdoulilah, tant mieux, tu as fait le plein, mais il y avait des risques aussi avant et encore pire, tu vois? C'était des risques, autant te tuer, tu vois? Mais c'était grave, tu perdais tout. De vie ou de mort. Exactement. Parce qu'ils pouvaient se faire, les caravanes pouvaient se faire attaquer par des pirates. Il y avait énormément de choses qui pouvaient se passer. Tu sais jamais sur qui tu pouvais tomber. Pour un chargement d'épices, on était capable de te tuer. Donc, en fait, il y avait vraiment de gros, 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 gros risques. Et mais c'est vrai on a oublié ou on l'a pas appris. Parce que, très honnêtement, quand tu regardes la place de l'histoire de nos prédécesseurs, on l'apprend pas. On n'apprend pas ça, non. Tu l'apprends pas à l'école. Donc, soit tu l'apprends si tu as vraiment une éducation
une éducation religieuse. Mm. Et puis même, des fois, quand tu as une éducation religieuse, tu approfondis pas forcément ces thèmes-là. Des fois, tu te spécialises sur certaines choses. Enfin, je pense on vit avec une culture dans des pays qui sont culturellement un petit peu différents. Donc, on est forcément imprégné de de ce qui se passe autour de nous dans la société. Et moi, je pense, après, c'est juste ma théorie, mais enfin, ça n'engage que moi, mais c'est qu'on hérite aussi un petit peu de cette culture chrétienne. C'est-à-dire que dans le christianisme, un bon chrétien, c'est un chrétien pauvre. Tu vois, il y a le protestantisme qui a amené cette notion que non, tu pouvais aussi t'enrichir, etc. Mais vraiment, si tu es pieux, tu es pauvre. Et du coup, il y a vraiment toute cette notion d'ascétisme, de se priver, de vivre avec très, très peu, etc. Chose qui est très, très bien, parce qu'on l'a aussi avec certains de nos pieux prédécesseurs. Enfin, se contenter de peu du minimum et ne pas faire de superflu, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très recommandé. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est la manière dont est utilisée la richesse. Enfin, plus tu deviens riche en islam, plus ça veut dire que tu peux aussi aider ton prochain. Tu vois, on est très, très focus sur qu'est-ce qu'on peut gagner comme argent dans cette dunya, mais on réfléchit trop peu. Enfin, il y a le ramadan qui arrive, donc on va y réfléchir maintenant. Mais comment est-ce qu'on peut investir son argent pour l'au-delà? Et tu vois, il y a... je sais pas si c'est un hadith ou si... je sais pas. Donc, mais en tout cas, il y a quelque chose que moi, on m'a beaucoup, beaucoup répété. C'est, en fait, tu dois jamais... peu importe ta capacité à donner, tu dois toujours donner. C'est-à-dire, même si tu as très peu de moyens et que tu peux donner que 1 euro par mois en charité, et ben fais-le quand même, parce que déjà, cet euro va te permettre de t'habituer à donner. Puis quand tu gagneras plus, Inch'Allah, tu seras toujours dans tu auras créé cette bonne habitude et tu pourras donner toujours plus. Et il y a pas mal d'histoires aussi entre des groupes de musulmans qui voyaient des musulmans plus riches et qui se disaient mais c'est injuste parce qu'eux, ils sont plus riches, du coup, ils peuvent faire plus de sadaqa et nous, on peut pas, etc. Donc, en fait, il y a aussi une incitation à s'enrichir pour justement être encore plus en mesure de donner de son vivant et puis de capitaliser pour l'au-delà, Inch'Allah. Et ce que j'aime bien, moi, dans ça, c'est, en fait, oui, on peut, euh, on peut chercher à devenir riche du moment que la finalité, c'est pas juste devenir riche. Parce que devenir riche de nos jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'achètes aussi de la liberté. Si tu t'achètes de la liberté, ça veut dire que tu peux t'organiser beaucoup plus librement dans tes journées. Je suis obligé d'être enfermé dans ce qu'on appelle dans un CDI où tu as tant d'heures, où tu es bloqué au bureau pendant 7 heures par jour, pendant 5 jours. Si tu as ton business, tu as des revenus externes. Si tu as envie de bosser que les matinées, tu peux bosser les matinées. Si tu veux passer tes après-midi à étudier ta religion, tu peux passer tes après-midi à étudier ta religion. Si tu veux passer du temps en famille, tu peux passer du temps en famille. Si tu veux avoir le luxe de pouvoir faire tes 5 prières à la mosquée, tu peux parce que du coup, t'es pas dépendant de quelqu'un qui va te freiner. Si tu veux supporter des bonnes causes, tu peux supporter des bonnes causes. L'argent dans ce sens-là, il est magnifique parce que C'est un outil. il te permet de mieux vivre ta religion. Le musulman fort est toujours mieux que le musulman faible. Et dans notre société, un musulman fort, c'est un musulman qui a de l'argent parce que quand tu as de l'argent, euh, tu subis un peu moins ce que la société veut t'imposer. Et je pense que on sera beaucoup à être d'accord pour se dire que c'est un peu une priorité en ce moment. Ben, la priorité, c'est bien ce que tu lèves. On voit le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il était à Mecca. Il disait de patienter parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et c'était pas fort. À Médine, c'était notre paire de manches. Ben oui. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand tu as les moyens, le but, c'est de dissuasion. Quand tu as les moyens, eh ben, on t'embête moins que quand t'as pas les moyens. Tu vois? Quand tu es faible, tu es faible.
tu peux être ce que tu veux, tu es faible. Et moi, le rapport à l'argent, je comprends pas parce que même des prophètes n'ont pas hésité. Même je reprends toujours la question, le prophète Souleymane a demandé à le plus riche qui est personne après lui qu'il soit aussi riche. Ayoub, alayhi salam, aussi pareil. Quand il était guéri, il y avait les criquets d'or qui tombaient, il ramassait, et Rabbi lui dit, mais tu genre, t'en as pas assez. Il dit, mais qui peut se passer de ta miséricorde? Tu vois, c'est pour dire, même si des prophètes demandent cela, et il y avait des prophètes qui étaient riches, il faut comprendre que l'argent peut être un incroyable outil pour investir aussi dans l'au-delà. Celui qui construit, peut-être, qui a la bonne ligne, bien entendu, à équivalence au niveau de la foi, mais qui construit, qui a plus de moyens, qui fait construit plus de mosquées, d'écoles, qui prend plus en charge des orphelins, excuse-moi, il y a pas le même statut. Et même tu dois faire ton hajj, l'argent. Aujourd'hui, ça coûte hyper cher. C'est un prix. C'est excessivement cher. Enfin, je pense que c'est un minimum 10 000 euros par personne, Ouais. juste pour un trajet et puis sur place, sans oublier ce que tu dépenses là-bas, etc., les machins, les cadeaux. Enfin, et en l'espace de, je sais pas, 10 ans, ça a doublé. Ouais. Donc demain, si je pense qu'on va être d'accord sur le fait que donner une bonne éducation à ses enfants, c'est un prix. Bien nourrir ses enfants, c'est un prix. Se nourrir soi-même, il y a un prix. La sécurité, elle a un prix. D'accord? Donc, se faire plaisir a un prix. Donc, La santé, tu vois, moi, je me rappelle, t'as des personnes, on le voit pas parce qu'on vit dans des pays européens. Et t'as des endroits dans le monde, des pays qui sont pas forcément des pays du tiers-monde, des pays qui sont en voie de développement, qui sont plutôt bien, où des gens meurent de maladies qui sont parfaitement soignables et qui ne peuvent pas se les payer parce que c'est des cliniques qui les font, ça coûte un petit peu cher, le prix que ça leur coûte, ça équivaut peut-être à 10 années de salaire dans leur pays. Et du coup, tu as la science qui te permet de soigner des maladies. Tu vois, je sais pas, on peut parler d'une transplantation de foie, enfin n'importe quoi. Et les gens meurent de ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. yeah. Alors, C'est critique. donc en fait, c'est aussi une manière de te mettre en sécurité. Mais moi, je comprends, tu vois, parce que quand tu mets trop le focus sur l'argent, tu rentres tout de suite dans le cliché. Et tu peux rentrer dans ce cliché. Moi, j'étais typiquement dans ce cliché, tu vois, quand j'étais plus jeune, tu vois. Je voulais de l'argent et je voulais de l'argent à tout prix. C'est-à-dire, et en plus, quand tu fais une école de commerce, on te met vraiment cette mentalité de tu dois être un loup, tu dois tout faire pour pouvoir gravir les échelons. Plus tu gagnes d'argent, mieux c'est. Et du coup, on peut oublier la notion de comment gagner proprement de l'argent déjà. Et est-ce que je dois vraiment courir après toujours plus d'argent? Je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais en revanche, quand tu vois l'argent que comme un outil, en fait, ouais, si je gagne, je sais pas, 1000 euros de plus par mois, enfin, je dis vraiment un exemple pas forcément réel, tu vois, mais si je gagne 1000 euros de plus, bah peut-être que je peux avoir une femme de ménage. J'en sais rien. Et du coup, j'ai plus à me casser la tête avec toutes les corvées à la maison. Ça me libère du temps, je peux passer du temps avec mes enfants, je peux faire des choses comme ça, etc. Si je gagne encore 1000 euros de plus, je sais pas, je peux te dire n'importe quoi, mais toutes les choses qui me prennent du temps et qui me font pas plaisir, je peux les déléguer pour justement soit rester focus sur soit mon business, soit d'autres choses qui sont aussi importantes, ma religion, ma famille. Et en fait, quand tu as... moi, je pense que c'est ça la vraie En livre. chose. Plus tu arrives à à consacrer tes journées à des choses qui ont vraiment de l'impact et de l'importance. Ça peut être de l'impact sur toi, sur ta santé, sur ta vie, sur ta famille, sur ta religion, il y a plein de choses. Mais en fait, c'est que tu as réussi ta journée. Mais plus tu es parasité à faire des trucs qui ne servent à rien, mais parce que du coup, tu n'as pas les moyens et tu es obligé de te dépatir, tu as peut-être un peu moins d'impact.
Tu es toujours autant méritant parce que tu fournis quand même beaucoup d'efforts. Mais ce qui permet d'optimiser tout ça, c'est quand même l'argent. Et malheureusement, enfin, moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où l'argent n'est pas important, mais c'est pas le monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais tu sais que beaucoup pensent qu'il faut faire beaucoup d'efforts et parfois même ça mal de voir des gens qui gagnent de l'argent, tu vois. Ils disent c'est pas bien, c'est mal, faut travailler dur. Non, on peut travailler dans des mines toute sa vie, comme on dit, et ne jamais être riche, tu vois. Au bout D'accord. d'un moment, il y a un côté, le paramètre intelligence, stratégie qui va rentrer en compte. Et en fait, ils comprennent pas. Et ça m'a toujours fait rire. Je vais prendre l'exemple tout simple, hein. Et pardonnez-moi ceux qui vont voir la vidéo, mais il faut se poser la question. C'est pas râler, mais c'est une évidence. Je vois toujours des personnes qui sont dans des grands groupes, qui font grève, qui embrouillent les actionnaires. Les actionnaires s'en mettent plein les poches. Alors que ces gens-là, et je sais que dans certains grands groupes, on leur file des actions à ces gens-là. Mais dès qu'ils les ont, ils les revendent. Donc, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche aux mêmes personnes d'être actionnaires? On peut être actionnaire à partir de 10 euros. On peut acheter des actions à partir de 10 euros. C'est fractionnable. Avant, c'était pas fractionnable, maintenant c'est fractionnable. On peut acheter des actions fractionnées, des ETF, ce que tu veux. Pourquoi les gens ne sont pas aussi actionnaires de leur boîte? C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à leur boîte. C'est-à-dire que même eux, il y a un délaissement, un manque de confiance dans leur propre boulot qu'ils font. C'est-à-dire que si ta boîte, elle est si bien et que tu y crois en ta boîte, elle marche bien et que tu dis qu'elle fait beaucoup de profit, investis aussi. Écoute, moi, ça. C'est quelque chose moi, ça me paraît, bon. Et il y a un vrai truc, faut qu'on sorte de notre condition de consommateur. Exactement. Moi, ce que je dis, et je suis vachement, c'est vraiment un truc qui m'interpelle assez Mmh. souvent. C'est, tu vois souvent des frères, des sœurs, enfin, peu importe, des gens, même sans parler forcément de frères ou de sœurs en religion, mais regarde juste dans la rue et regarde la manière dont les gens sont habillés. Tu verras, enfin, moi, c'est un peu l'impression, c'est que plus tu viens de revenus modestes, plus tu te transformes en panneau publicitaire. C'est ça. C'est-à-dire, t'as les pulls avec le gros Balenciaga, le gros Gucci, tous les logos de partout. Tu sais exactement ce que la personne porte et tu sais exactement combien a coûté le truc. Je dis pas que c'est mal parce que du coup, tout le monde en achète. On a tous des trucs, des machins. Moi aussi, j'ai certains pulls avec des gros logos, des machins, etc. Mais c'est juste que le pull me plaisait, je l'ai pris comme ça, mais voilà, c'est un truc de consommation un petit peu bête, mais c'est comme ça. Mais en réalité, si j'aime vraiment Balenciaga, je sais même pas s'ils sont cotés ou pas. En fait, au lieu de m'acheter un pull, je sais pas combien ça coûte leur pull, 400, 500, ça coûte très très cher. Au lieu d'acheter un pull à 400, 500 balles, achète le même pull de la même qualité qui va te coûter peut-être 30 euros dans n'importe quel magasin. Et avec les 470 euros que tu as économisé, va acheter des actions Balenciaga. Ça, c'est intéressant. Vu que tu aimes cette marque et que tu es prêt à la consommer, il y a peut-être une bonne probabilité qu'il y ait d'autres personnes qui soient comme toi C'est ça. et qui continuent d'acheter, qui continuent de faire augmenter les ventes. Donc finalement, plutôt que d'être un consommateur, soit un investisseur, soit un actionnaire, parce que de toute façon, une fois que tu l'as payé, enfin, cet argent, il est perdu, tu vois, tu vas plus rien en faire. Tu auras toujours un pull qui coûtera peut-être un peu, où tu n'auras pas le Balenciaga en gros et où les gens se diront pas, waouh, peut-être qu'il est blindé. Mais en tout cas, tu auras mieux, tu auras quelque chose qui aura de la valeur, c'est des actions qui potentiellement, Pour te payer ton cul, mais ça que. exactement, et pourront prendre en valeur. Et peut-être que dans 2 ans, cette action, elle vaudra le double. Tu pourras la revendre, garder une action et puis acheter le même pull, tu vois. Mais au moins, Ouais, en plus, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte. Et c'est dommage parce que, et surtout dans la culture musulmane, on ne parle pas d'argent. Et même et ça la question qui va venir derrière parce que on ne parle pas, on parle beaucoup d'adoration. Et c'est bien, on parle d'adoration. Mais l'islam, c'est pas que ça. ben non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Bien qu'Allah nous a créé que pour l'adorer, mais il y a différentes façons d'adorer. Travailler, c'est une adoration. On voit qu'adoration qu'à travers le fait de prier. Il y a différentes sortes d'adoration.
Et même le don fait partie le sadakat fait partie de l'adoration. Comme on a dit, travailler fait partie de l'adoration. Sourire, retirer un truc dans le chemin, c'est quelque chose d'important. Et tu vois, et d'être utile à sa communauté aussi. Et on ne peut pas l'être sans ça. Et tu vois, ce qui me tue, c'est que dans les mosquées, on n'en parle pas. On aurait dit que on est dans le même système. Dans une mosquée, si tu parles d'argent, tu réclames de l'argent, c'est pas bien. Et même une mosquée, sont en difficulté. J'ai toujours pas compris pourquoi les mosquées, parce qu'il y a de l'argent sur les comptes des mosquées. Les fidèles donnent de l'argent. Cet argent-là, il stagne. Alors, je te pose une question. Pourquoi on parle beaucoup du fiqh ibadat, pas de problème, mais le fiqh muamalat, on n'en parle pas. Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est? Oui, bah du coup, c'est la partie du droit musulman Mhm, qui régit les transactions entre individus mhm, et donc pour le coup les transactions commerciales et les transactions financières. Et c'est vrai que c'est un bon point ce que tu dis parce que enfin on focus souvent sur voilà le cultuel, les ibadat, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Là, dans un mois, Inch'Allah, c'est le Ramadan. Donc, on sait tous qu'on a le Ramadan à faire. On apprend tous comment faire nos prières. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et c'est très bien. On est obligé de les apprendre. C'est vraiment très, 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 très important. Mais la vie, c'est pas que ça. Il y a aussi le travail, il y a aussi le business et en fait, le commerce, il a aussi une valeur parce que finalement, enfin, si l'islam s'est propagé jusqu'au fin fond de l'Indonésie, c'est surtout grâce au commerce et grâce au comportement des commerçants mhm. musulmans. C'est-à-dire que oui, tu vas faire du commerce, mais tu as une certaine éthique, tu dois répondre à certaines règles. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux pas faire. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant parfois comme pouvoir de propagation de l'islam que de dire aux gens, enfin l'islam c'est la vérité, enfin c'est super important, en les appelant à l'islam, tu vois, de cette manière-là. Enfin en manifestant un comportement et étant donné que tout le monde fait du business, donc dans le business, tu peux enfin donner une très 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 belle image de l'islam. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, les commerçants qui respectent vraiment les règles, elles sont à un niveau juste en dessous des prophètes, tu vois, Ouais, ouais, exactement. donc c'est quand même super puissant, tu vois, de pouvoir avoir cette place. Et du coup, ça veut dire que, enfin, le commerce, il est super important. Comment est-ce qu'on commerce? Quelle est la place que ça a dans notre vie? Est-ce qu'on connaît les règles? On connaît les règles pour la prière. Si demain je décide de faire le mois de Ramadan, ça fonctionne pas. Il faut que j'attende un mois. Enfin, je fais pas ce que je veux. Et ce que je trouve super intéressant dans le fiqh mu'amalat, c'est enfin dans le culte, dans l'adoration pure, tu as une règle qui dit que euh, tout ce qui n'a pas été permis est interdit. Donc tu peux pas inventer ce que tu veux, hein. Enfin, tu peux pas dire et dire la zakat c'est 13% maintenant ou c'est enfin tu peux pas innover dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on dit que l'innovation c'est interdit. Mais dans le droit commercial musulman, en fait, tout ce qui n'a pas été formellement interdit est permis. Donc ça veut dire que tu as un petit peu la règle inverse et du coup, ça veut dire qu'en termes d'innovation et en termes de choses à créer, tu as beaucoup 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 plus de champs libres. Et je trouve qu'on s'empare pas suffisamment de cette liberté qui nous est accordée. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un peu voilà, nos relations sociales, commerciales, transactionnelles, enfin tout ce qui est lié aux transactions entre individus, c'est géré par cette partie du droit musulman. Et du coup, c'est super important de la connaître parce que quand tu la connais pas, tu peux faire des choses qui sont contraires à ta foi. Et puis après, tu le vois avec
enfin avec des gens qui, quand c'est la mode du dropshipping, font tous du dropshipping, mais ils oublient que t'as pas le droit de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, alors que la base du dropshipping, c'est ça. Des gens qui savent même pas que l'effet de levier, c'est un prêt à intérêt, et puis tu les vois, ils te parlent de oui, trader du forex, c'est super bien, j'ai pu faire beaucoup d'argent là-dessus. D'autres qui vont aller encore plus loin, qui vont dire bah vas-y, fais j'aime bien le foot, donc je vais faire des paris sur telle équipe va gagner ou telle. Oui. Le piège de la jeunesse. C'est pas que la jeunesse, hein, je te le dis. Il y a de la jeunesse et de la vieillesse. Mais si tu sais pas tout ça, tu crois que tu fais quelque chose de bien, mais en réalité, enfin, tu es en complète infraction de ta religion. Comme, bah, je sais pas, il y a pas plus tard que 2 semaines ou une semaine, les fameux meme coins, là, Trump et Melania, où beaucoup de monde se sont rués dessus. Alors que tu as la plupart des savants qui te disent que un meme coin qui n'a pas qui pas d'utilité et qui a pas qui sert à rien grosso modo, c'est pas très charia compatible. Ouais. Non, c'est bien ce que tu dis. Franchement, je pense que ça va amener une autre émission où on parlerait peut-être du côté salariat, entrepreneuriat. Je pense que ça pourrait être quelque chose de très important parce que euh, ça ouvre des portes. Mais bon, on en parlera. Je pense que c'est un débat qui sera assez intéressant. Euh, alors, juste, je voudrais que tu me dises clairement en matière d'investissement, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit dans l'islam? Alors, c'est c'est peut-être au-delà de mes compétences, mais Ben, en grosso modo, les gros points, les gros points. elle, vraiment, tu as la base de la base et c'est ce qui est un petit peu, c'est ce qui est un petit peu relayé par les piliers de la finance islamique, tu vois. C'est-à-dire, pas de riba, déjà. Enfin, Ouais. tu fais rien à intérêt, c'est déjà la base. Et déjà, si tu enlèves ça, t'enlèves beaucoup de choses. T'enlèves tes prêts, t'enlèves les crédits immobiliers, t'enlèves les achats. Consommation, Buy now, pay later, quoi. Pardon? le crédit à la consommation. Crédit à la consommation, les découverts, mais pas que. C'est-à-dire, tu reçois une facture, tu la payes tout de suite, parce que si tu as une pénalité de retard, c'est du riba. Euh, enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça qu'il faut vraiment connaître, ne serait-ce que pour dans ta vie de tous les jours, tu évites déjà ça. Après, il y a bien évidemment tous les secteurs illicites. Tu vas pas investir dans la pornographie, dans l'alcool, dans les industries porcines, dans les jeux de hasard, dans l'armement, etc. Enfin, donc c'est ce qu'on appelle un filtre sectoriel, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité ne peuvent pas rentrer dans le champ d'investissement du musulman. Mhm. Et ça, c'est important parce que si tu t'interdis certains secteurs d'activité, c'est que par défaut, enfin par mécanisme automatique, tu orientes ton argent vers des secteurs qui sont permis. Et étant donné que la finance islamique, elle est porteuse de valeurs et puis elle véhicule une certaine éthique, ben, automatiquement, ton argent est plus dirigé vers ces projets, vers ces projets éthiques. Et plus tu as de l'argent qui est dirigé vers ce type de projet, plus tu développes justement ces marchés spécifiques. Donc ça, c'est super important. Une troisième règle qui est super importante, c'est pas d'incertitude et pas de spéculation excessive. Donc du coup, enfin tout ce qui est incertain et qui est pas clair d'un point de vue contractuel, tu évites. Enfin les choses. Si je te dis bah voilà, tu peux acheter typiquement. Qu'est-ce que j'ai vu si on te dit voilà, tu peux acheter tel actif. En fait, Mhm. je connais pas le prix. Paye tout de suite et puis on verra combien tu auras. Enfin, si je t'en donne 1 kilo ou 2 kilos, 3 kilos, on verra. Enfin, en fonction du prix futur. Ça ne fonctionne pas parce que tu as un élément d'incertitude qui est beaucoup trop fort. La spéculation excessive, c'est vraiment tout ce qui est lié au pur hasard. Euh,
enfin, et sur lesquels t'as pas vraiment de fondement pour te dire, enfin, l'autre va gagner ou celui-là va gagner. Tu vois, les courses de chevaux, les courses de tout ce que tu veux, les paris sportifs, même le forex, parce qu'en fait, tu joues sur deux paires, mais sur un intervalle de temps qui est tellement, enfin, t'as aucune idée de savoir si c'est le pound ou si c'est l'euro qui va monter, qui va descendre. Donc, t'es vraiment dans une spéculation excessive. Et typiquement, enfin, pour parler de crypto, les shitcoins ou les meme coins, comme on les appelle, bah, en fait, il y a rien comme sous-jacent. Donc, en fait, tu achètes juste un truc parce que les gens se disent, ah ouais, il y a Trump ou il y a Elon Musk qui a parlé de ce truc, donc ça va monter. Enfin, c'est vraiment de la pure spéculation et ça ne sert absolument à rien. Donc là, on évite aussi. C'est triste. Les plus, ouais, enfin, il y a d'autres règles aussi, c'est que il doit y avoir un partage des pertes et des profits Mhm. équitable. Typiquement, tu achètes une action, c'est que tu as une petite part de la société que tu as acheté. Donc, si la société crée de la valeur ou fait des bénéfices, distribue des bénéfices, tu as une part proportionnelle de ça. Et puis, ouais, voilà. Enfin, je pense que c'est des règles qui sont assez simples, Mhm. Bah ouais. mais en réalité, quand tu les appliques, et en termes d'investissement aussi, il y a aussi une règle qui je trouve est vachement importante parce que peu de personnes, enfin, il y a beaucoup de personnes qui le savent pas, mais tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc des fois, tu vois, tu as des espèces de certificats que tu peux trader ou il me semble, je sais plus si c'est toujours le cas, mais par exemple sur Revolut, les cryptos, tu peux pas, enfin, elles t'appartiennent pas, elles appartiennent à Revolut. Donc en fait, si Tu tu peux maintenant. Tu peux maintenant envoyer. C'est récent, mais tu peux les envoyer maintenant c'est nouveau, donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que c'est vraiment tes cryptos, mais à l'époque, les cryptos que tu pouvais acheter et revendre, elles appartenaient à Revolut et Revolut Exactement. te donnait le delta si tu avais fait un profit ou te prenait le delta si tu avais fait une perte. Et du coup, ça, tu peux pas faire. Après, tu as d'autres règles aussi un petit peu spécifiques sur les métaux précieux, sur les monnaies, etc. Mais c'est pas très, très, très compliqué. Enfin, il suffit juste de dire à chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose, une classe d'actifs, quelles sont les règles qui l'encadrent. Enfin, ça prend une petite recherche. Si tu as accès à quelqu'un qui a étudié un peu la finance islamique, c'est encore mieux. Ou un savant, c'est encore mieux. Puis du coup, ça te permet de délimiter le cadre. Et puis toi, tu essaies d'opérer dans ce cadre de la manière la plus simple. Très bien. Aujourd'hui, concrètement, dans quelle classe d'actifs, rapidement, tu peux pas tout dire, mais donc, on va dire grosso modo, dans quelle classe d'actifs un musulman qui souhaite investir pourrait investir? Euh, alors, je trouve le plus simple, plus simple, plus simple, ça reste les actions. Parce que du coup, les actions, on a les critères qui te permettent de déterminer si une action est halal ou pas. Tu as plein, plein, plein de robots advisors ou d'outils de screening, des apps qui te disent, enfin, tu mets le ticket de l'action, elle te dit, considère halal, pas halal, etc. Après, rien ne t'empêche d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc, je trouve que c'est vraiment la manière la plus simple. Enfin, je trouve que les actions, c'est le plus accessible, vraiment. Après, il y a toujours l'immobilier. Mhm. Enfin, l'immobilier vraiment au sens large. Les gens vont toujours te dire, ouais, mais moi, j'ai pas suffisamment pour acheter ma maison. T'es pas obligé d'acheter une maison. Tu peux acheter de l'immobilier fractionné. Tu peux acheter des SCPI. Tu peux acheter. Enfin, tu peux être exposé à l'immobilier sans forcément y mettre tout ton patrimoine et sans forcément y mettre des centaines de milliers d'euros. Tu peux investir pour 1000, 2000, 3000 euros. Il y a des produits qui font ça, donc pourquoi ne pas le faire? Tu peux faire de la crypto, bien évidemment. La crypto, j'aime bien parce que c'est accessible. T'es pas obligé d'être un Rockefeller pour pouvoir investir. Avec 100 euros, tu peux te faire un portefeuille très diversifié.
pareil, ça veut pas dire que tu vas devenir millionnaire, mais en tout cas, tu t'entraînes, tu regardes, tu étudies et tu essaies de voir les choses. Et j'aime bien la crypto parce que du coup, c'est très liquide et puis c'est très accessible. Enfin, ce serait bête de pas en profiter, mais c'est très risqué aussi. Enfin, la Ouais. réalité, c'est très risqué. Comme l'immobilier aussi, c'est risqué. Comme les actions sont un peu moins risquées, mais enfin, il y a une règle en finance qui dit que plus l'actif est risqué et plus le profit espéré est élevé. Donc, si tu investis dans quelque chose qui est absolument pas risqué, bah, t'as peu de chances de faire quelque chose d'énorme. Mais plus tu investis dans une classe d'actifs qui est très risquée, là, tu peux faire du x10, x20, x100, x200, etc. Comme les startups. Comme les startups et comme les cryptos. Et du coup, les cryptos, c'est intéressant pour ça parce que euh, tu peux vraiment faire du x20, x30, x100. Enfin, si tu rentres assez tôt et que tu sources bien tes projets, tu peux vraiment le faire. Mais étant donné que c'est une classe d'actifs très, très risquée, ben en fait, si tu investis, tu te dis 5, allez, un maximum 10% de ton patrimoine pour quelqu'un de lambda, et ben, en fait, tu es quand même exposé à quelque chose qui peut potentiellement te rapporter beaucoup. Mais même si tu perds tout, parce qu'il faut toujours avoir aussi cette perspective quand tu investis, c'est que tu peux gagner, mais tu peux perdre aussi. Bah, au moins, tu n'as pas perdu tout ton patrimoine. Au maximum, tu as perdu 5 et 10%. Et du coup, tu peux te refaire assez facilement. Et tu auras appris aussi. Si tu apprends tes erreurs, je pense que surtout ça, tu auras de l'expérience, surtout. Et surtout, tu ne peux pas gagner à tous les coups. Enfin, je pense qu'il y a aussi un problème d'ego, tu vois, en investissement. C'est que les gens se disent, ah, mais moi, je veux, enfin, je me le suis dit aussi, hein, ah, moi, je vais faire aucune perte. Enfin, je suis sûr qu'il y a moyen que je sélectionne tous mes titres pour faire que des profits. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Mais comme je le disais au début, si tu restes en cash, tu es sûr de perdre. Donc, au moins, tu prends le risque et tu essayes de faire quelque chose. Et puis, des fois, tu gagnes, tu es très, très, très content. Et bizarrement, plus tu investis et plus, même quand tu perds, tu t'en fous, en fait, parce que tu avais calculé ce risque et tu savais que c'était une éventualité. Et de toute façon, si tu avais choisi de miser sur cette position, tu connaissais les risques et tu sais que c'est le jeu. Donc c'est vrai que tu es beaucoup moins sensible à la perte au fur et à mesure. Et puis les startups, ouais, les startups, c'est super important parce que c'est une classe d'actifs qui est aussi bien risquée, mais moi que j'aime bien parce que elle peut produire de bons rendements. C'est aussi pareil, enfin, c'est minimum moyen terme, tu vois, 4-5 ans, mais c'est plutôt de l'investissement long terme. C'est aussi de l'investissement de conviction, tu vois, c'est souvent des projets un- qui te tiennent à cœur et que tu veux voir émerger. Mais pareil, tu vois, tu peux pas. Enfin, je pense que si tu es vraiment pour Monsieur Lambda, si tu investis entre 5 et 15%, avec grand maximum 20% de ton patrimoine, c'est déjà beaucoup. Et enfin, vraiment pour Monsieur Tout le Monde, c'est ce qui est recommandé. Et j'aime bien ces investissements parce que c'est des investissements qui sont vraiment directement dans l'économie réelle. C'est des boîtes qui sont concrètes, qui te permettent qui développent des produits qui sont concrets, qui touchent des clients qui existent vraiment. Et si tu mises sur le bon cheval, ben, du coup, enfin, dans 4, 5, 10 ans, tu peux vraiment avoir une belle sortie. Mais Mm. pareil, t'en as aussi, quand tu investis dans une startup, tu sais aussi que que tu peux tout perdre. Tu vois, Bah tu oui. regardes les fonds de capital risque, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils se disent, OK, enfin, sur 100 positions que je vais prendre, il y en a peut-être 10 qui vont très bien performer. Et il y en a 50 qui vont peut-être mourir. Et puis, il y en a 40 qui seront peut-être comme ci, comme ça. Mais en fait, les 10 qui vont performer, elles vont te faire la rentabilité de tout le portefeuille. Et c'est une logique que j'aime bien, autant sur les startups que sur les cryptos. Et puis en fait, en réalité, presque sur tout, parce que même sur des actions, tu auras des actions
dans ta portion action, tu auras toujours des actions qui vont bien performer, d'autres qui vont moins performer. Et toi, ce que tu cherches, c'est toujours la performance globale. Pas juste tout miser sur Tesla et essayer de faire un fois 500, tu vois. Enfin, ça, Ben, c'est assez marrant parce que, et tout à l'heure, je reviens sur ce qu'il dit, Jam, c'est très important ce qu'il dit. C'est le fait que tu disais, les gens entendent beaucoup aussi ce côté de pouvoir, d'avoir de l'argent. Non. On n'a pas de l'argent en faisant rien. On a de l'argent en faisant des choses. Alors que, bah oui, les gens pensent que l'argent va tomber avec le travail. Non. Le but, c'est que tu aies du temps libre. D'accord? Tu peux l'avoir de l'argent parce que l'argent va te permettre de l'avoir, de scaler, de vendre ton équipe, de prendre une fin de ménage, par exemple, comme tu disais. Ouais. Mais oui, ça, c'est des services. Et du coup, bah, tu vas acheter ton confort et pouvoir passer du temps de ta famille, etc. Le fait que tu travailles, c'est un système qui est fait comme ça. Et soit que ça serait bien qu'on parle de salariat et d'entrepreneuriat. Parce que le fait que quand tu rentres chez toi, tu as passé une journée de 7 heures et que tu es crevé, t'as pas envie de faire autre chose. Tu es dans un cycle. C'est que ça qu'on appelle la rat race. Ouais, je sais. Ben, tu n'as pas le temps de te consacrer à autre chose. T'es resté. T'as pas vu ta famille, t'as pas vu tes enfants, t'es parti tôt le matin. Tu peux pas faire ce que tu veux. Si t'as un parent qui est malade, ben, peut-être que tu pourras pas l'aider. Quelqu'un qui a besoin d'aide, mais tu pourras pas l'aider, etc., etc. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et en fait, investir te permet d'avoir ce temps-là. On va dire, en gros, tu vas travailler. Ton argent, tu vas le mettre au travail. Pendant que tu travailles, au début, faudra travailler. À moins que tu hérites, mais au début, il faut travailler. L'argent, tu le mets de côté, tu le fais travailler, il va grossir ton capital, tu pourras investir toujours plus, mais et au final, tu vas acquérir ce qu'on appelle cette liberté financière qu'on entend tout le temps. Et les gens pensent que la liberté financière, c'est avoir 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Tu peux être libre financièrement dans certains pays avec 1 500 euros par mois, hein, qui tombent même de manière passive, hein. Voire moins que ça. Il y en a qui vont m'insulter et vont dire, t'as vu, avec 500 euros, je vis dans certains bleds. Mais tu peux être bien avec 1 500 euros et gagner 1 500 euros aujourd'hui, si tu t'y prends assez tôt ou si tu as les moyens de mettre beaucoup d'argent, il y a des clients qui arrivent à mettre 500, 1000, 2000 euros par mois de côté, sans problème. Mais si tu n'arrives pas à le faire avec 10 euros, tu ne le feras pas avec le reste. Il n'y aura jamais assez. C'est ça qu'il faut dire, en fait. Exactement. Et puis même, c'est enfin, qui crache sur de l'argent? Peut-être que, enfin, c'est super compliqué de vivre que de ces investissements. Quand t'as pas un patrimoine enfin, si t'as un gros patrimoine, c'est assez simple. Si t'as pas ou un petit patrimoine, c'est un petit peu plus compliqué parce que tout est proportionnel. T'investis 1 million, tu fais 5% de rentabilité dessus. C'est bon. Bien, tu vois, t'as 50 000 par an. Ça te fait 5 000 par mois, enfin, 4 000 par mois. Sûrement, je vis même en France. Tu vois, du coup, Oui, t'es France. Tu vois, t'es bien. Par contre, si tu as 1000 balles, c'est un peu plus compliqué. Si tu as 10 000 balles, c'est un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que tu peux générer avec avec cet argent? Imagine, tu cravaches toute la semaine, tu travailles à droite à gauche, tu essaies de te débrouiller, tu as, disons, une paye de 2 000 euros. Enfin, je donne toujours des exemples au pif. Le premier chiffre qui me vient, imagine que tu investis un peu l'épargne que tu as de côté et que tu génères, je sais pas, 100 euros par mois. Bah, 100 euros par mois, c'est bien. Tu as fait 5% de ton salaire juste en investissant, sans aller tous les jours dans un endroit pour faire les choses. exactement. 5%, c'est magnifique. Toi, tu vois que 100 euros, mais en réalité, c'est très très bien. Regarde ce que les gens sont prêts à faire. Pour 10 euros par heure. Non, mais pas que pour dire. Enfin, je parle même pas du taux horaire. Peu importe le salaire que l'on a, si tu prends n'importe quel salarié et dis-lui, si tu cravaches bien cette année, je t'augmente de 5% l'année prochaine. Ouais. Il va faire des heures sup, il va se donner, il va travailler à la maison, il va réfléchir, il va se former. Enfin, il va fournir une dose d'effort incroyable. Et ça va lui prendre beaucoup de temps, ça va lui enlever encore plus de temps auprès de sa famille, alors que ces 5%, tu peux les faire super facilement avec de l'investissement. Enfin, tu le mets dans n'importe quel, même un truc
vraiment un investissement dont je suis pas super fan, mais tu prends une SCPI immobilière, t'investis, t'as tes 5% par mois, par an. Enfin, c'est très, très simple. Au lieu de l'avoir mis sur un compte, tu l'as mis dans un produit d'investissement. Et en fait, et aussi l'avantage de pas le laisser sur son compte, c'est que ta banque, elle l'utilise pas pour faire ce qu'elle veut ou n'importe quoi avec. Donc, au moins, ton argent, il est mis, déjà, tu le mets pas à disposition de personnes qui pourraient faire des choses néfastes avec. Mais en plus, tu le mets dans des produits qui sont conformes à ton éthique. Ben, moi aussi, C'est- ouais, c'est bien d'en parler parce que les gens ne sont pas contre. Enfin, on dit toujours que on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Et souvent, le problème des gens, c'est la patience. Il y a des gens, en 10 ans, qui ont vraiment cravaché c'est pour toi, on t'investit pour toi. Tu mets l'argent de côté. Ces gens-là arrivent à un capital. Tu sais que tu arrives à un capital de 500 000 aujourd'hui. Ou même moins. 500 000 euros. Tu as cravaché 10 ans, 20 ans. Encore, je suis gentil. Tu as 500 000, son rendement à 10% qu'on peut trouver facilement. 10% facile. Franchement, ça se trouve facilement. Et je parle pas de crypto. Marché traditionnel. 10%, tu trouves ça. Tu mets ça, ça te fait, comme tu as dit, 50 000. Tu vois, ça te fait 50 000 à l'année. T'imagines par mois, dans d'autres pays, t'es hyper riche. Et 500 000, quand tu fais bien les choses, je suis gentil. Mais les gens pensent qu'ils arriveront jamais à ce montant-là. Il y a des gens dans leur vie, jamais verront 100 000, alors qu'il y a des gens qui ont commencé, qui n'ont pas fait d'études, qui ont compris ce principe hyper simple. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se cultiver. Ouais, et puis même, plus tu commences tôt, mieux c'est. Parce que du coup, si tu le fais tard, c'est un peu plus compliqué de se constituer un patrimoine. Mais si tu commences très tôt, bah en fait, tu apprends aussi, tu vois différentes choses, tu vas avoir passé des opportunités devant toi, tu vas louper des opportunités, tu vas faire des pertes, tu vas reconstruire. Mais en fait, il faut vraiment être dans cette logique et se dire que c'est un jeu, c'est comme ça que tu apprends. Mais vraiment, le constat de base, c'est les gens savent pas qu'ils perdent de l'argent. Mais ça Du pas. moment qu'ils ne réalisent pas qu'ils perdent de l'argent tous les jours en le laissant sur leur compte, en fait, il y a pas vraiment d'incitation à le faire. Et puis après, il y a qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je suis suffisamment intéressé? Moi, t'imagines pas le nombre de, enfin, j'ai encore fréquemment la question est-ce que la bourse, on peut se couper investir en bourse? Donc, enfin, si en 2025, t'es pas encore sûr que tu peux ou que tu as le droit d'investir en bourse, c'est sûr qu'on est très, 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 très loin, qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a beaucoup de choses enfin, il y a beaucoup de personnes à éduquer. Et puis aussi, ce qui me tue, c'est, enfin, les gens veulent pas faire l'effort. Les gens veulent tout. Enfin, je veux dire, c'est leur argent. Donc, l'argent, c'est quand même super important. Vous avez cravaché pour pouvoir le gagner. Et du coup, il faut quand même en prendre un minimum soin. Et pour prendre soin de cet argent, euh, bah, vous pouvez faire confiance au premier venu, ça craint. Et puis surtout, vous voulez pas vous former. En fait, si l'argent est si important que ça, formez-vous pour comprendre déjà ce que c'est l'argent, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est créé, et quels sont enfin, les mécanismes financiers qui régissent un petit peu notre monde. Mais surtout, formez-vous pour savoir comment est-ce que vous pouvez l'investir de manière intelligente. Et puis après, il y a plein de choses qui sont, enfin, que tu peux faire, même avec un minimum, tu vois. À quel minimum, ouais. Et sur toute classe d'actifs. Tu sais, il y a cette histoire de, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Il est dans le livre La psychologie de l'argent. On parle de quelqu'un qui balayait, qui était concierge. Mhm. J'oublie son nom. J'oublie son nom, c'est pas grave. Mais qui était concierge. À sa mort, cet homme-là était millionnaire. Alors qu'il avait un petit salaire. Il a commencé toujours, dès le départ, il mettait de l'argent de côté. Un petit peu, hein. Tous les mois. Tous les mois, il mettait de l'argent de côté. En bourse. Sa famille, des gens de sa famille qui avaient des grands métiers, avocats, etc., etc., ont trouvé un héritage à plusieurs millions de dollars. Et dans l'islam, on te dit le fait de faire des actions qui sont répétitives mais constantes sont les meilleures. Et c'est ça l'investissement aussi.
Si tu es constant et que tu restes, incroyable. Je veux pas dire le mot intérêt composé parce que toujours qu'on dit intérêt, les gens voient ça mal dans le toujours. Je dis les rendements composés pour ne pas. Des rendements cumulés. Tu sais quoi, on peut Ouais. dire des rendements cumulés parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est. Enfin, tu sais, tu peux demain jouer au foot 10 heures par jour pendant 6 mois, tu seras jamais Ronaldo. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, tu seras jamais Ronaldo. Par contre, si tu prends un enfant, tu lui dis joue au foot tous les jours, entraîne-toi, améliore-toi, etc., etc. Il a une chance de faire carrière là-dedans. Et en fait, c'est la même chose pour tout, mais enfin, on est vraiment dans un monde où tu veux l'immédiateté. T'as des gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain parce qu'ils ont monté une arnaque sur Internet ou parce que ils ont montré leurs orteils sur une appli, tu vois, on est quand même dans une ou parce que ils ont joué à des jeux vidéo devant ils se sont streamés pendant qu'ils jouent aux jeux vidéo. Enfin, tu vis quand même dans un monde qui est un peu, tu vois, qui valorise pas forcément la vraie création de valeur. Donc du coup, les gens veulent tout de suite. Enfin, les gens, tu leur dis enfin, il y a des jeunes, tu leur dis bah écoute, fais ça et Tu puis dois tirer la haine des streamers, là. non, non, je m'en fous. Franchement, non, je m'en fais. Enfin, moi, c'est l'exemple qui me. Enfin, Je préfère un streamer qui gagne de l'argent un gars qui joue aux jeux vidéo qui gagne de l'argent en faisant du stream que un gars qui joue aux jeux vidéo qui gagne rien. exactement, exactement. À la limite, il a compris quelque chose. Mais le problème, Ouais. c'est que du coup, tout le monde pense qu'ils vont, enfin, qu'ils vont, qu'ils vont pouvoir atteindre le même niveau de succès aussi rapidement. Enfin, les gens se disent, l'autre, il a fait des vidéos YouTube, il est devenu milliardaire. Pourquoi pas moi? Et moi, je veux devenir milliardaire rapidement. En fait, il y a plus cette notion enfin, je travaille et puis je récolterai les fruits peut-être progressivement et peut-être que ça va être long, etc. Et en réalité, enfin, on ne devrait pas être focus sur le résultat. Nous, ce sur quoi on doit être focus, c'est enfin, c'est quoi les moyens qu'on met à disposition. La rétribution, elle vient pas de nous. C'est Allah qui décide. Exactement. Moi, Ouais. t'as essayé de faire ce que tu pouvais faire. Donc, peut-être que tu vas euh, apprendre le Coran tous les jours. Pendant 1 heure, tu vas l'étudier. Mais peut-être que tu l'auras jamais mémorisé de ta vie parce que soit ça rentrera pas, ou soit tu mourras avant, ou soit, enfin, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours la récompense de ce truc. Et je pense qu'il faut se dire la même chose en termes d'investissement. Peut-être que tu ne seras pas riche, mais peut-être que, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu l'investis, tu es moins dépendant de choses qui sont très abstraites, qui sont l'inflation et qui sont le coût de la vie et qui sont... Enfin, au moins, tu es en train de faire quelque chose. Peut-être que tu n'auras pas les bons résultats. Peut-être que tu vas perdre au début. Mais dans tous les cas, tu vas apprendre. Et en fait, si tu veux vraiment améliorer ta situation à terme, tu es obligé de passer par là. Donc, grosso modo, tu n'as que à gagner à faire ça. Sauf si tu es content de ta situation. Après, si tu es content de ta situation, ne change rien. Tant mieux, bah oui, bah, pas de problème. On change rien. Si les gens sont super contents, ils se disent ouais, mais moi, tout est parfait. En fait, ne faites rien. Et si par exemple, vous vous plaignez et que vous avez des ambitions, des projets, bah, du coup, faut juste mettre les choses, les moyens à disposition et prendre le risque. Ah oui, on va finir là-dessus parce que c'est super important et parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais moi, je veux un investissement sans risque. Enfin, je veux gagner, mais sans prendre de risque. Et ben ça, malheureusement, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez gagner, faut prendre un risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de profit. Comment on dit? Il y a pas de content. No risk, no risk. Ouais. Non, c'est super important. C'est super important. Faut faire l'effort. Et il y a plusieurs types de risques aussi. Donc, il y a des risques qui sont limités même en plus. Donc, aujourd'hui, ne serait-ce que d'avoir un peu d'or. Dedans, tu vois. L'or prend valeur, c'est prouvé. La base. Même les femmes, elles ont de l'or. Tu vois, c'est, même dans les mariages, on te donne de l'or parce que, c'est au cas où.
Bah, Tu vois? ce qui est bien avec l'or, en plus, c'était vraiment la monnaie islamique par excellence avec l'argent, c'est que quitte à laisser ton argent, vraiment, si tu veux pas faire si tu veux Ouais, pas, tu veux pas investir, t'as pas envie, mais tu veux pas que ton argent perde de la valeur, bah, mets-le dans l'or. Au moins, l'or, ça va augmenter et ça va augmenter au fil du temps parce que c'est rare, parce que c'est précieux, parce que tout le monde en veut. Et, ouais, tu vas pas faire du x100, bien sûr, mais en tout cas, ton argent va pas perdre de valeur. Au moins, tu préserves la c'est ça. valeur de ton patrimoine. Enfin, c'est le minimum que tu que tu puisses faire. Après, les gens vont te dire: «Ouais, mais attends, l'or était à tant, je sais plus quand, il a baissé après les» enfin, rentre quand tu veux. Enfin, quand tu es dans un truc, dans une logique où tu veux juste préserver ton patrimoine, enfin, tu pas un trader qui va vendre le matin, qui va acheter le matin, qui va vendre le soir. Rentre dedans, au moins tes 100 € en or, leur valeur sera plus préservée que tes 100 € en euros sur ton compte bancaire, tu vois. C'est clair. OK, très bien. Moi, juste une petite dernière question. Au niveau de Mizen, qu'est-ce que tu ambitionnes de faire par rapport à ça, l'investissement? Donc, on a pas mal de choses. Euh, Enfin, moi, je pense qu'on pourra développer la finance islamique qu'à travers l'investissement, parce qu'à la base, on est censé être des investisseurs. Et que du coup, si tu veux apporter une vraie réponse à la communauté, faut que tu leur permettes de placer leur argent de manière halal et qu'ils génèrent des revenus. Mais pas que. Faut que cet argent qui est là, qui est investi, il soit utile en premier lieu à la communauté. Et du coup, on a plein de besoins. Tu veux acheter une maison, en fait, ton besoin d'acheter une maison, ça peut être une opportunité d'investissement pour moi. Donc, plutôt que j'investisse dans des actions Balenciaga parce que, enfin, je m'en fiche de leur défilé, de leur et de la mission de la boîte, je préfère me dire, bah tiens, j'ai investi dans la maison de Souleymane. Au moins, Souleymane, il est parti de son appart. Maintenant, il est bien, il est dans un pavillon, il est avec ses enfants, il a un jardin, alhamdoulilah. Et en plus, ça me crée une rentabilité. Donc, je veux vraiment, enfin, pour moi, ça, c'est la clé, c'est vraiment créer des investissements qui sont utiles. Mais en fait, on vit dans des endroits où on a tellement pas de services financiers, c'est-à-dire qu'on galère pour tout, pour financer nos entreprises, pour financer une voiture, pour financer une maison, pour financer des études, pour financer tout. Et que ça nous crée un désavantage et une injustice vis-à-vis du reste de la population. En fait, moi, c'est vraiment ça mon focus premier, c'est pouvoir détecter ses besoins, transformer ces besoins en opportunités d'investissement et ensuite que ces opportunités d'investissement, elles profitent à la communauté. Comme ça, on crée un cercle vertueux où ceux qui ont plus d'argent l'investissent, créent des revenus passifs, mais cet argent, il est déployé auprès de personnes qui ont besoin de financement et qui peuvent améliorer leur vie ou créer plus de valeur avec leur boîte ou rentrer dans des projets qui génèrent encore plus de valeur. Et du coup, là, on remplit vraiment la vraie fonction de ce que devrait être le secteur financier. Je sais pas si c'est clair, mais ça paraît simple comme ça. C'est compliqué parce que ça demande un peu plus d'opérationnel que juste faire un exchange et dire tu peux acheter telles actions parce qu'on a déterminé qu'elles étaient halal. Mais je pense que la communauté, elle a besoin d'avoir des produits qui sont vraiment ancrés dans l'économie réelle et qui peuvent comprendre très facilement. On achète cette voiture 100, la vend 150, les gens comprennent tout de suite où est-ce qu'on fait le bénéf. Et ça, c'est important pour acclimater et acculturer les gens à l'investissement. Et Inch'Allah, c'est ce vers quoi on se dirige. Est-ce que ça va être long? Probablement. Est-ce que ça va être difficile? Certainement. Est-ce que ça va être pour tout de suite? J'aurais aimé. Mais malheureusement, il y a plusieurs étapes à respecter avant. Mais est-ce que ça va être passionnant? Inch'Allah, oui. Enfin, C'est ça, la récompense sera là, justement, ce fait de le faire.
La satisfaction sera là. Ça aurait été difficile. Certes, c'est difficile, c'est une mission, mais ça avance. Et c'est pareil pour tout le monde. Même l'investissement, prenons en compte qu'il y a un début. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Exactement. C'est vraiment l'immobilisme. Tu vois, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, est-ce que vous allez vendre des cryptos? Est-ce qu'on va pouvoir acheter des actions? Est-ce que, bien sûr. Enfin, demain, j'ai 200 millions d'euros qui me tombent sur la tête. Je fais tout ça. Enfin, c'est très, très simple. Mais, faut pas qu'on oublie qu'on est très en retard par rapport à d'autres, qu'on n'a pas, enfin, que nos marchés de capitaux sont beaucoup plus rares que d'autres. Et du coup, ce qui compte, c'est surtout ne pas se dire, OK, vu que ça va être difficile, je préfère ne rien faire. Non, faut toujours faire. Peut-être que ça va avancer petit à petit, mais voilà, c'est pareil que pour l'investissement. Tu fais des petits pas tous les jours. Alors au début, c'est des petits efforts, c'est des petites choses, des petites victoires que tu remarques pas. Mais quand tu as accumulé un certain nombre de victoires et que tu commences à arriver à une certaine taille critique, bah, du coup, ta victoire d'après, elle paraît juste petite. C'est aussi un jour de plus, mais s'il faut, en valeur, ça représente tout ce que tu as fait depuis les 10 dernières années. Et en fait, c'est ça, c'est ce vers quoi il faut aller. Enfin, on avance petit à petit, on grossit de plus en plus, et il y a un moment, on aura la taille suffisante pour que ce soit très significatif. Inch'Allah, Allah facilite. En tout cas, merci Hichem pour cette interview de nouveau. Et on se dit à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à consulter le site de Mizen. N'hésitez pas à regarder ce qu'on va faire. On va essayer de faire une petite série sur l'argent, l'investissement, etc. Le mindset aussi, tout ça. Les différentes classes d'actifs. C'est important parce que ça commence par ici. Et voilà. Donc, suivez-nous sur les réseaux et passez à l'action. C'est important pour pouvoir changer vos vies. C'est super important. Renseignez-vous déjà un minimum. C'est la moindre des choses. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Voilà. Le passage à l'action, déterminant. Dans tous les aspects de votre vie, entrepreneuriat, tout ça, investissement, c'est déterminant, le passage à l'action. Un pas. Le chemin commence toujours par un pas, tout simplement. Exactement, exactement. Donc, Barakallahu fik. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. On vous dira le thème en temps voulu. Assalamu alaikum, Barakallahu fik. Wa alaykoum salam. À bientôt, Inch'Allah.